Bonjour à tous, bienvenue à vous sur Mobility TV et puis bienvenue à vous tous qui êtes au Mondial de Paris. On est ravis de vous retrouver parce que ça faisait quand même 4 ans qu'on attendait le retour de cet événement et en 4 ans, tout ou presque a changé avec des nouveaux constructeurs à l'assaut, on va le dire, du marché français, notamment des constructeurs chinois que vous commencez à vous habituer à croiser sur la route, que vous voyez aussi dans les stands puisqu'ils sont venus plutôt en force. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Et surtout, quels sont les produits qu'ils veulent vous proposer? Justement, on va en parler avec nos quatre invités. Eric Kerstetter, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes associé senior chez Roland Berger. Nous sommes avec Thomas Ménil également. Bonjour à vous, Thomas Ménil. Bonjour. Vous travaillez pour CRS France. José Bagdad nous a rejoint également. Bonjour à vous. Bonjour. Associé responsable du secteur automobile PwC France et Maghreb. Très important. Et puis nous sommes avec Arnaud Aimé. Bonjour. Bonjour. Associé senior chez SIA Partner. Alors je le disais, des nouveaux constructeurs qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, qu'on s'habitue à croiser sur les routes. On va en voir d'autres d'ailleurs, vous pouvez les découvrir dans les stands. Des constructeurs chinois et même asiatiques en général, parce qu'il y en a aussi un Vietnamien qui est venu, très bien représenté, qui sont nouveaux. C'est quoi le panorama des constructeurs chinois au Mondial de Paris? Déjà, Eric Kerstetter. Alors cette année, vous avez vu deux grandes marques apparaître sur le mondial, BYD et Great Wall, avec leurs deux principaux clusters de produits qui sont Way et Aura. Et vous avez vu un constructeur vietnamien qui s'appelle Winfast, qui fonctionne très très bien aussi. Au-delà de ces trois noms, vous aurez d'autres, vous en entendrez d'autres dans pas longtemps, que ce soit Geely, SAIC ou Changan, qui vont eux aussi venir conquérir l'Europe. Et venir conquérir en tout cas le marché européen. Est-ce qu'il faut s'attendre à voir de plus en plus de véhicules construits en Chine ou de véhicules de constructeurs chinois sur la route dans les années qui viennent ou pas? Et oui, il va falloir s'attendre à une émergence des acteurs chinois sur le marché européen et français en particulier. La stratégie est claire, ils sont très présents, c'est un message fort qu'ils envoient. L'industrie automobile chinoise se prépare à conquérir de nouvelles parts de marché en Europe. Et de nouvelles parts de marché, on va le voir. Alors après, dit comme ça, des constructeurs chinois ou asiatiques à l'assaut de la France, ça paraît comme ça terrifiant. On s'est habitué rien qu'en regardant nos smartphones, par exemple. Si vous regardez 10 ans plus tôt, on n'aurait pas imaginé qu'autant de smartphones étaient fabriqués en Asie, ou en tout cas de marques asiatiques. Donc, ce n'est pas un gros mot. D'ailleurs, ils sont plutôt les bienvenus, on peut le dire, à ce mondial. Thomas Ménil. Bien, écoutez, en tout cas, on est bien accueillis par le mondial, pour CRS France. Pour CRS, et puis une nouvelle marque aussi qui arrive qui s'appelle Leap Motor, mais aussi un petit utilitaire sous la marque DFSK. DFSK, c'est le gros groupe Dongfeng, donc c'est un énorme groupe industriel. C'est d'ailleurs le producteur de la Dacia Spring, hein, donc c'est pas un petit producteur. Et comme Dacia Spring, c'est la Dacia électrique. C'est un tout petit SUV électrique qui a été conçu par Dacia et qu'on peut croiser d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement, mais comme vous le disiez, hein, l'ensemble des batteries de nos téléphones portables, des piles qu'on a là dans nos micros, etc. et sont fabriquées en Chine. Donc effectivement, c'est ou en Chine ou en Asie. Hein, donc concrètement, qu'est-ce qui change? Vous êtes en train de dire que seule la marque change, puisque de toute façon, c'était déjà construit ou fabriqué en Chine? Vous dites qu'il n'y a pas de rôle du marketing. Non, il y a du marketing. On développe des nouveaux produits. On a de la recherche et du développement. On essaye effectivement de matcher les très hauts standards qui sont posés par les constructeurs européens et américains d'ailleurs aussi, et japonais. Donc non, il y a vraiment de la recherche, du développement, et on propose aujourd'hui des produits hyper aboutis. Exactement. Alors, on va parler aussi... pour les automobilistes, on a tous des préjugés. D'ailleurs, je roule dans une voiture allemande parce que pour moi, une voiture allemande, c'est quelque chose, quelle que soit sa marque. Ce n'est pas la même chose qu'une voiture française. Est-ce qu'une voiture chinoise, c'est quelque chose de particulier sur le marché, Arnaud Aimé, ou pas du tout en fait? Bon, toutes les marques sont particulières, mais je ne dirais pas que les marques chinoises le sont plus que les autres. Pour l'instant, on n'en voit pas tant que ça circuler sur les routes en Europe. On en voit beaucoup sur le salon cette semaine. Par contre,
leur part de marché des voitures 100% chinoises, disons, et assemblées en Chine, en Europe, est encore marginale. Là où c'est moins marginal, c'est si on compare uniquement au parc de voitures 100% électriques. Ouais. Je crois que ça dépasse la dizaine de pourcents aujourd'hui. C'est une grosse spécialisation des constructeurs. Voilà. Et en fait, c'est ça qui fait que la Chine part à l'assaut de l'Europe. C'est que comme les constructeurs occidentaux, historiquement, ils étaient sur le thermique, ils sont historiques, les Chinois étaient assez peu positionnés sur l'industrie automobile par rapport à d'autres industries électroniques ou autres. Donc il y a aussi eu en Chine un effet saute-mouton, disons. On n'est pas leader sur le thermique, donc on se lance tout de suite sur l'électrique. Plus la réglementation du marché intérieur chinois, ça fait qu'ils ont acquis beaucoup de compétences, d'expertise, de capacités industrielles en Chine. Et aujourd'hui, il y a un effet d'aspiration en Europe avec la réglementation qui s'impose pour 2035 et qui est une véritable aubaine du coup pour les constructeurs chinois. Alors, on va en parler justement de ce marché chinois puisqu'ils viennent de là. C'est un marché avec des millions et des millions et des millions de véhicules. On n'achète pas les mêmes, même quand on achète au même constructeur, on n'achètera pas la même voiture quand on est un automobiliste chinois que quand on est un automobiliste français. Eric Kerstetter. En fait, effectivement, en Chine, on a une partie des véhicules qui sont plus low cost, plus petits, moins fiables. Mais il y a aussi un marché qui est très très similaire au nôtre. Et les véhicules qui, eux, sont développés pour le marché européen sont vraiment très très semblables à ceux qui sont développés par les constructeurs européens. Donc c'est exactement la même chose et le passage de l'un à l'autre ne demande pas d'adaptation pour les constructeurs? Si, parce qu'en fait le niveau de normes est plus élevé en Europe, donc il y a un travail supplémentaire à fournir. On parle de quel type de normes par exemple? Les normes de sécité, sur le salon, tous les constructeurs sont Euro NCAP 5 étoiles. C'est ça, ça c'est le crash test. C'est le crash test. Tous les environnements, même qualité sonore, qualité vibratoire, les exigences pas des normes, mais des consommateurs sont plus fortes en Europe. Et en fait, les OEM chinois ont dû s'adapter à ça. Mais ça veut dire aussi que ces constructeurs sont capables de monter en gamme et pour l'instant que c'est une réussite de ce point de vue-là. Oui, c'est une réussite sur l'expérience client au sens large, notamment sur la partie électronique, où en fait ils sont presque en avance. Puisque, comme vous avez pu le voir sur le salon, les écrans sont plus grands, les interfaces aux machines sont plus agréables que certains des véhicules des constructeurs européens. Donc, il y avait une avance pour les constructeurs, Thomas Ménil, peut-être pour les constructeurs chinois déjà? Ou une avance qui est prise? Il y a une avance en tout cas industrielle et côté chaîne de traction électrique, ça c'est très clair. Côté industriel aussi, puisqu'ils ont beaucoup appris d'avoir racheté des chaînes qui provenaient des usines européennes déjà pendant pas mal de temps. Ils ont aussi cette capacité à déployer de l'industrie très rapidement. Alors il y a moins d'attachement à la marque quand vous parlez des spécificités du marché chinois. Il y a des marques qui naissent tout le temps en Chine. Parfois, des grands groupes industriels comme Dongfeng peuvent sortir une marque qui s'appelle DFSK, CRS, Voya, et puis d'autres et d'autres et d'autres. Moins sentimentaux. Voilà, c'est ça. On a moins d'attachement. Alors, évidemment, il y a une partie de la population qui a aussi un attachement aux véhicules européens. C'est très clair. Les véhicules, notamment haut de gamme allemands, fonctionnent aussi très bien là-bas. Mais il y a aussi donc un apprentissage par rapport à ça, à la qualité perçue, comme vous le disiez, à la sécurité, les écrans. Ils vont en général bien plus vite à développer des écrans et des interfaces homme-machine, effectivement. En tout cas, ces constructeurs chinois, même si ce n'est pas un groupe homogène, on le rappelle, ils sont venus en force. Et le meilleur hommage qui puisse leur être fait, c'est celui qui leur a fait José Tavares, le patron de Stellantis, qu'on a reçu d'ailleurs sur Mobility TV récemment, qui expliquait que pour lui, Carlos Tavares, merci beaucoup pour ce lapsus, c'est la fatigue, c'est la fin du mondial, qui expliquait que pour lui, c'était eux, ses principaux concurrents. C'était pour Stellantis, c'est-à-dire pas seulement pour Peugeot, mais pour Peugeot, pour Citroën, pour Fiat, pour toutes les marques. Ces principaux concurrents, pourquoi ils sont aussi puissants? José Bagdad. Il ne faut pas se voiler la face. D'abord, il ne faut pas dire qu'il y a les constructeurs chinois comme il y a les constructeurs européens. On en a parlé, il y a une diversité de constructeurs chinois. Mais les constructeurs chinois qui sont face aux constructeurs européens aujourd'hui classiques, ils ont aujourd'hui une avance sur la partie traction électrique. L'expérience client digitale, ils sont complètement au rendez-vous. Ils sont même comparables à certains égards à Tesla sur de l'expérience client. Donc ils arrivent avec des atouts très forts, technologiques. Ils sont meilleurs.
Ils sont meilleurs sur certains aspects. Ils ont une force de frappe industrielle qui n'a rien à voir. Ils ont construit leur marché domestique avec la voiture électrique aujourd'hui en disant on développe une industrie automobile électrique, c'est un choix. Donc aujourd'hui, pour le passage à l'échelle, ils savent très bien faire du volume de qualité et donc attaquer facilement des marchés qui pourraient être un peu naïfs et faire en sorte d'être en concurrence. Alors vous parlez de marché naïf, c'est aussi ce que dit Carlos Tavares. Stellantis n'est plus en Chine. Il explique que les règles du jeu ne sont pas fair-play pour des constructeurs comme Stellantis. Et à l'inverse, il dit qu'on est trop naïf en Europe parce qu'on laisse des marques chinoises arriver facilement en France, alors même que des marques françaises ne peuvent pas arriver facilement en Chine. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que les Chinois imposent sur leur marché, par exemple à Renault ou alors à l'éventuel Stellantis? Et qu'est-ce que nous, on devrait imposer à ces constructeurs chinois si on appliquait la réciprocité? Déjà aujourd'hui, les barrières à l'entrée en termes de taxes à l'importation ne sont pas du tout les mêmes. Vous payez 15% de taxes quand vous allez en Chine avec une voiture européenne et les Chinois payent 10% quand ils arrivent en Europe. Donc déjà, rien que ça, dans le prix pour le consommateur, ça se ressent directement. Donc on fait un cadeau de 5% aux constructeurs. Et pourquoi? Et juste pour des raisons de régulation et de non-capacité de l'Europe à être aussi agressive pour mettre des barrières à l'entrée. C'est-à-dire? En fait, il faudrait que tous les pays européens s'accordent sur des barrières. Et aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un accord unanime des 27. D'autant plus qu'il y a beaucoup de pays européens qui n'ont pas de constructeurs automobiles nationaux, donc c'est même moins un problème pour eux si jamais il y a une importation massive de véhicules chinois. Arnaud Aimé? Oui, voire il y a un certain nombre de pays européens qui accueillent des industriels chinois qui veulent mettre leurs usines d'assemblage. Donc ceux-là n'ont pas intérêt à mettre des taxes à l'importation, ce qui pourrait être vu comme agressif vis-à-vis de l'investisseur chinois. Sauf que, pardonnez-moi, notamment. La France aussi accueille, pourquoi pas des capitaux chinois, c'est pas du tout un gros mot, ou des usines même, pourquoi pas de constructeurs chinois. Oui, mais en fait aujourd'hui les projets d'usines des acteurs chinois, j'en ai référencé plus d'une dizaine dans les 5 prochaines années, il n'y en a aucun pour la France. Pourquoi? Parce que simplement le coût de la main d'œuvre en France est plus important et vu de la Chine, c'est plus intéressant d'aller dans un pays low cost à l'est de l'Europe. Donc du coup, ils sont où leurs projets où est-ce que les constructeurs chinois en Europe vont créer des emplois? L'Est de l'Europe, les localisations ne sont pas définies encore, mais ce sera des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, etc. CRS France, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer... Bah oui, non mais attendez. Est-ce qu'on peut imaginer une création d'emplois en France? Alors, je pense que sur le marché, ça nous rendrait bien service si on était considéré comme un tout petit peu français. Non, effectivement, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Je sais que la marque DFSK, qui est le groupe de rattachement de CRS à des usines, à de l'assemblage en tout cas, dans la péninsule ibérique, donc Espagne, Portugal, pour certains petits utilitaires. Donc ça commence quand même, malgré tout. Ce sont quand même aussi de grands acteurs. On a parlé de naïveté. Je reviens au côté politique français. Comment vous le voyez, vous? C'est intéressant parce que vous travaillez pour CRS France. Je pense que... alors, on ne rentre pas dans les polémiques sur la douane, etc. Enfin, c'est des choses qui nous dépassent un tout petit peu. C'est pas vous qui les fixez en plus. Donc, non, voilà. Mais en revanche, l'infrastructure de distribution automobile en France, elle s'est développée au cours des 130 ans de présence de l'automobile en France. Donc c'est très mature. On a développé du service après-vente, des services divers et variés, de l'assurance, de l'assistance, de la pré-vente, de la disponibilité de pièces, etc. Vraiment à grand renfort de travail très important qui a été fait à la fois par les constructeurs et aussi par les distributeurs. Et c'est vrai que quand on arrive comme un nouvel entrant, et que on est digital native. Vous êtes né sur Internet. Voilà. Vous avez tout de suite des services et très rapidement et facilement déployables. En gros, vous êtes tout de suite très moderne, très souple, très présent, et vous avez bénéficié en fait d'une infrastructure lourde industrielle qui est là depuis longtemps, et de l'innovation en même temps. Donc, et vous posez moins de questions que les autres, peut-être, ou alors vous avez les réponses plus vite, justement. Sur l'ensemble du cycle de vie de ce que disait monsieur sur effectivement l'expérience client. Exactement, ça veut dire qu'en gros on achète un véhicule d'une des marques chinoises, mais bon voilà, pourquoi celle que vous venez de citer, pourquoi pas, par exemple, vous allez vous occuper de nous, il y a un service après-vente et vous ne nous oubliez pas une fois qu'on a mis les clés dans le contact. Et puis il y a un mouvement aussi, on parlait de Carlos Tavares, de Stellantis, avec des contrats de distribution qui changent, moins de surface demandée aux
aux distributeurs, des contrats d'agents maintenant commerciaux, donc qui changent un peu la rémunération et les coûts d'implantation sur le territoire. Et nous, je mets nous, constructeurs chinois, on profite aussi de ces surfaces libérées par les marques traditionnelles. Et ça, vous en profitez en entrant notamment sur le marché. Ça veut dire aussi que ces constructeurs-là, leur modèle de distribution, il est complètement différent quand ils arrivent en Europe. José Bagdad? Oui, alors après, ils sont aussi là pour apprendre. Les constructeurs chinois sont là pour apprendre, parce que les marchés français, c'est pas le même que le marché européen en termes de distribution, des marchés en Europe de l'Est. Donc ils sont là pour comprendre la mécanique de fonctionnement de ces circuits de distribution et savoir comment ils vont pouvoir, eux, distribuer au mieux demain. Est-ce qu'il va falloir investir massivement pour une présence locale physique ou est-ce qu'ils peuvent faire une expérience digitale native et qui pourrait marcher? Ça dépendra de leur positionnement premium ou est-ce qu'il faut une proximité pour gamme, convaincre, bas de gamme, moyenne gamme, par exemple. Et puis après, c'est une stratégie sur faire beaucoup de volume, pas beaucoup de volume. Et donc, ils vont être pour apprendre et les opportunités qu'ils auront aussi pour accélérer l'implémentation locale. Et il y aura peut-être des réseaux de distribution qui vont être à vendre, qui vont être remodelés. Vous parliez d'un certain nombre de changements. C'est des possibilités offertes aux constructeurs chinois de s'implanter rapidement en Europe. De s'implanter rapidement. Sur quelle gamme, d'ailleurs, c'est une question que j'aimerais. Les constructeurs chinois présents en France aujourd'hui sont plutôt présents sur quelle gamme? Le haut de gamme déjà ou pas encore? En fait, si on regarde rien que Great Wall Motor qui est là sur le salon, ils ont deux marques qui sont sur deux niveaux de gamme différents. Il y en a un qui est plutôt sur le medium premium avec Wei et Aura qui est plutôt sur l'entrée de gamme. Et il va, à partir de 2024-25, faire venir une nouvelle marque, Saloon, qui sera sur du premium. C'est ça. Donc toutes les gammes seront occupées par les constructeurs chinois. Oui, c'est vraiment la grande différence, je pense même de culture par rapport à ce qu'ils ont vécu en Chine, où ils créent plein de marques et elles meurent aussi vite qu'elles sont créées. Et du coup, pour arriver en Europe, ils vont faire ça, alors que les constructeurs européens, ils ont toujours eu la pudeur de ne pas essayer de multiplier les marques. On est plus attaché aux marques. Pourquoi d'ailleurs? Comment vous le voyez, vous, de l'intérieur? Oui, je me permets juste de réagir un petit peu là-dessus. On a quand même des produits qui sont de milieu de gamme. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus pas beaucoup d'entrée de gamme vraiment. C'est pas ce qui a été dit d'ailleurs. On a des produits qui sont très matures, qui sont de très bonne qualité, qui répondent aux standards et à la demande qui émane du marché européen. J'exclus un petit peu nos véhicules utilitaires qui sont effectivement très low-tech en termes de contenu. Mais en réalité, on a des produits qui sont tout à fait dans le cœur du marché. On n'a pas de bas de gamme à proprement parler, contrairement à ce qui existe en Chine. En Chine, il y a des toutes petites voitures très très peu équipées, aucune sécurité, entre guillemets, on peut le dire, à nos standards en tout cas. Les airbags sont très peu présents sur ces micro-véhicules qui sont vendus en Chine et ce n'est pas ceux-là qui arrivent. Ceux qui arrivent chez nous sont plutôt bien équipés et avec des matériaux de qualité. Alors après, il y a au moins une marque, même si c'est un nom anglais et un nom mythique, qui est une marque aujourd'hui chinoise de facto, qui arrive et qui concurrence Dacia, c'est la marque MG. On peut dire qu'elle concurrence Dacia. Et d'ailleurs, on n'est pas en train de... avec notamment son dernier véhicule, non? C'est pas un gros mot, encore une fois. Je ne veux pas parler de mes concurrents et amis de chez MG, mais ils arrivent effectivement avec une compacte hyper agressive en tarif. Voilà, je peux pas en dire beaucoup plus. Exactement, c'est ça. Et ça veut dire aussi, c'est pas un gros mot, je veux dire, quand on parle de voitures pas chères aussi, il en faut sur le marché. Si on croise des Dacia par exemple tous les jours, on n'a pas dit que c'était des mauvaises voitures, on dit juste qu'au contraire, ce sont des voitures que davantage de Français peuvent s'offrir aussi aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a le positionnement prix, mais il y a aussi la garantie. Et sur le salon, il y a quand même quelque chose de notable. On a vu Winfast arriver avec une garantie 10 ans. Alors Winfast, on le précise, on fait un petit arrêt sur image. Mais qui est un Vietnamien. Ce n'est pas un constructeur chinois, mais c'est un constructeur vietnamien qui fait son deuxième salon. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans le hall. Et c'est pour l'instant une arrivée plutôt réussie. Exactement. C'est-à-dire qu'on voit que les constructeurs chinois et vietnamiens font de la bonne qualité et jouent sur les critères qui sont attendus par les clients européens. Je parlais de NCAP tout à l'heure. Sur toutes les conférences de presse qui ont eu lieu pendant le salon, ils ont insisté sur leur crash test 5 étoiles, ce qui est quand même une performance qui n'était pas là il y a 5 ans.
Effectivement. Alors, est-ce qu'ils ont besoin davantage d'insister que les autres? Je parle justement des idées reçues. Vous arrivez sur un marché, Thomas Ménil, Arnaud Aimé, promis, je vous redonne la parole juste après. Et vous êtes arrivé sur un marché, il y a toujours des a priori. Le consommateur, le journaliste, même parfois, on a tous nos préjugés. Donc, qu'est-ce que vous devez montrer de plus que les autres pour vendre vos véhicules? Beaucoup. Beaucoup. Ouais. On doit montrer beaucoup. On doit montrer beaucoup de qualité, on doit montrer beaucoup de services, on doit montrer effectivement une garantie, puisque c'est effectivement quelque chose qui a un coût industriel, hein, la garantie, le service, l'assistance. Ce sont des choses qui sont attendues pour rassurer les clients, hein, très, très clairement, mais c'est quelque chose que les Coréens ont vécu il y a 15 ans. Oui. Donc voilà, rien de nouveau, on va dire, sous le soleil. Je pense que personne n'oserait aujourd'hui mépriser Hyundai et Kia. Même ils peuvent même se permettre de pas. Enfin voilà, c'est quand même assez spectaculaire. Il y a quelque chose qui est très notable en termes de visitorat sur le mondial de l'automobile notamment, qui est qu'il y a quelques années, les visiteurs essayaient toujours de se prouver à eux-mêmes que la qualité était moins bonne. Ouais. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'étais témoin de clients qui tapaient sur les voitures, qui essayaient de démonter les portières pour se prouver qu'elles n'étaient pas bonnes. Ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais c'est aussi le fait de cette qualité qui a monté. Alors cette qualité a monté depuis 4 ans, ça veut dire aussi que quand il tapait sur la portière il y a 4 ans, c'était pas tout à fait le même résultat qu'aujourd'hui? J'étais pas chez un constructeur chinois qui n'existait presque pas. Exactement. Il y a 4 ans. Arnaud Aimé, quand on y revient parce que c'est important quand même et c'est un bel hommage, Carlos Tavares dit c'est eux nos concurrents. C'est presque inquiétant pour les Français qu'on est, pour une marque à laquelle on est aussi attaché en tant que Français, qui est la marque Renault. Est-ce que ça signifie aussi que l'arrivée de ces nouveaux acteurs très puissants, très efficaces, risque de tuer des acteurs vénérables du marché européen? Non, je pense pas. Enfin, toute concurrence génère un risque de tuer les acteurs européens, mais historiques. Mais je dirais que on disait avant que la Chine s'est réveillée. Je pense que l'Europe s'est réveillée aussi sur le véhicule électrique. Alors certes, elle part en retard parce qu'en Chine, les constructeurs bénéficiaient d'un marché domestique où il y avait beaucoup d'incentives pour développer le véhicule électrique. Mais pardon, mais quand on dit ça, on n'a pas l'impression que la Renault Zoé soit arrivée si tard. Véhicule électrique. La Zoé est arrivée il y a 10 ans. Avec quel volume? Incomparable. Oui, voilà. Donc la Chine, c'est un peu gros. Hein. Je rappelle que c'est 1/4 du marché automobile mondial, électrique et thermique mis ensemble. Donc certes, la Zoé, elle est arrivée il y a une grosse dizaine d'années, mais l'expérience cumulée, c'est pas le nombre d'années, c'est le nombre d'années fois le nombre d'exemplaires vendus. Exactement. Et là-dessus, il n'y a pas photo. Après, on peut s'étonner un peu enfin, je ne vais pas contredire Carlos Tavares, je ne suis pas en situation, mais quand il dit mon concurrent, c'est les constructeurs chinois, je pense que c'est effectivement le cas pour le marché européen et les marques européennes qui doivent continuer à prospérer sur le sol européen où la réglementation pousse à l'électrification. Stellantis, c'est un acteur franco-italo-américain. Sur le marché américain, la situation n'est pas tout à fait la même non plus parce qu'il n'y a pas la même pénétration du véhicule électrique, il n'y a pas les mêmes incentives, il n'y a pas la même régulation des pouvoirs publics. Et là, le thermique semble encore avoir de beaux jours devant lui, pour lequel les constructeurs occidentaux ont encore de l'avance aujourd'hui. Effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, on va revenir sur le positionnement prix, José Bagdad? Ces véhicules sont plutôt moins chers ou au contraire, c'est un meilleur rapport qualité-prix que leurs concurrents? En disant que ce qui est certain, ce n'est pas un moins mauvais rapport qualité-prix. Voilà, c'est pour ça qu'ils se c'est vendent. au moins égal par rapport à leurs concurrents. Donc ça doit nous interroger. Il n'y a pas en revanche l'affectio societatis qu'on a sur une marque. L'affectio societatis. Voilà, tout l'affect qu'on peut mettre sur une marque, le fait de... quand on évoque Renault, Peugeot, Fiat, il y a toute une histoire qu'il y a derrière. Ouais. Sur ces nouvelles marques, en Europe, on n'a pas cet attachement-là. Il se crée, il va se développer, et donc les marques européennes vont pouvoir jouer là-dessus pour encore faire la différence, non pas sur le rapport qui a été pris, mais sur le sentiment que génèrent ces marques-là. Eric Kessletter. C'est justement, je pense, tout l'enjeu des constructeurs chinois. Aujourd'hui, quand on regarde tous les atouts qu'ils ont, on le voit, ils ont des bons produits, ils ont la qualité, ils ont l'accès au réseau d'agents, au réseau distributeur à cause de la pression sur le réseau d'agents. Ils ont des plans d'investissement importants dans des usines. Ce qui est le plus dur en fait à créer, c'est l'affect. Et ils vont investir massivement en communication
pour que chacun d'entre nous dans ce salon et bien au-delà soit à l'aise avec ces marques, pour créer un capital confiance et rendre les gens le plus attirés par leur marque. Exactement. Se faire connaître et ensuite se faire désirer et finir par manquer aux consommateurs. Exactement. Et en fait, ce qui se passe aussi, dont on n'a pas encore parlé, c'est sur la distribution B2B. Business to business. En fait, vous avez peut-être vu que Sixt a commandé 100 000 véhicules électriques à BYD. Ces véhicules électriques, ils sont vendus quasiment plutôt à perte en fait par BYD à Sixt. Mais c'est un moyen pour BYD de faire en sorte qu'on soit habitué à les croiser. À les croiser, à les tester, puisque vous allez les louer pour quelques heures. Et en fait, du coup, vous allez avoir une expérience. Alors pardon, mais quand vous me parlez de vente à perte, si je me souviens vaguement de mes cours de sciences économiques et sociales, normalement la vente à perte est interdite. Donc est-ce que on est trop souple malgré tout avec certains constructeurs? Non, faut pas rentrer. Rentrons pas là-dedans. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les ventes aux loueurs, c'est des ventes qui sont très peu rentables de manière générale. De toute façon. Et dans un contexte de pénurie de semi-conducteurs, les constructeurs européens ont fait la guerre avec les loueurs en leur refusant des volumes. Et donc les loueurs se sont retournés vers les constructeurs chinois. La nature a horreur du vide. Qui, eux, ont très envie de voir leur voiture vendue. Et vous n'avez pas de problème de constructeur? Non, on n'a pas de problème de constructeur, mais c'est effectivement, je suis complètement d'accord, c'est pas une stratégie nouvelle non plus. Hein. Fiat, Opel l'ont fait auparavant, donc c'est pas du tout. C'est vieux comme le monde. Et c'est même une stratégie de communication, on va dire. Hein. C'est clairement, ça rentre dans un système de communication plutôt que d'investir en publicité. Autant mettre des véhicules sur la route. Alors ça nous arrive pas parce que nous on a plutôt des petits volumes, donc on pourrait même peut-être pas répondre à la demande de grosses flottes comme ça européennes. Voilà. Donc, un millier de véhicules, c'est notre volume annuel. Moi, on se met en vacances l'année prochaine, quoi. Exactement. Mais donc, non, c'est pas nouveau. Mais effectivement, c'est intéressant d'avoir des véhicules sur la route. Et je souscris totalement à ce qu'a dit M. Bailey. L'affection n'est pas encore là. Ça doit naître. C'est mon métier aussi, marketing, communication, de créer l'envie, le besoin et l'attachement. Mais on voit aussi par rapport à la marque MG qu'on recite à nouveau, qui est absente du salon, mais MG a beaucoup de succès parce que la marque, elle est implantée déjà historiquement dans la tête des gens. Oui, clairement. Et ça fait une grosse différence. Arnaud Aimé. Ce que vient de dire Thomas, ça montre une tactique pour les constructeurs chinois de pénétrer le marché européen. On dit que le problème, c'est la connaissance, la notoriété de la marque et l'envie de circuler avec cette marque. Soit le sujet, on l'aborde avec la face nord, c'est-à-dire créer l'envie, et c'est le boulot des marketeurs, effectivement. Soit MG en est un exemple, mais il y en a d'autres. S'il y a des constructeurs européens ou occidentaux de manière générale qui sont en difficulté ou même sans être en difficulté qui valent presque rien en bourse, c'est aussi une opportunité pour les acteurs chinois de s'acheter une marque et développer sur cette base-là. On parle de MG, mais Volvo, c'est Geely, c'est un constructeur chinois à la base. Donc c'est une autre manière d'y arriver aussi. L'autre manière, c'est aussi de faire de la location courte durée. En fait, les gens, ils ont toujours peur d'acheter une voiture et de s'engager sur une longue durée. De plus en plus, on voit des acteurs européens, mais surtout chinois, qui arrivent avec des modèles de souscription au mois et qui est un moyen finalement très simple de tester le véhicule pour pas cher. Est-ce que ces constructeurs-là aussi sont plus à l'aise dans les nouveaux modèles de distribution? J'aimerais d'ailleurs qu'on revienne sur une définition d'un terme que vous avez employé. Quand vous parlez de modèle d'agent, par exemple, vous faites référence à quoi pour tous ceux qui nous regardent? Alors le modèle d'agent, c'est un modèle dans lequel le distributeur n'achète pas la voiture, mais est rémunéré à une rétribution fixe pour avoir fait une transaction avec un client. Mais il a pas acheté la voiture. Ça ne change pas pour le client? Pour le client, rien. Il achète toujours en concession? Il achète toujours en concession. Il a toujours une très bonne expérience dans la concession. Par contre, la différence majeure, c'est que c'est le constructeur qui fixe le prix et qui fait la remise, si remise il y a. Effectivement, donc ça lui laisse plus de marge de manœuvre. Et les nouveaux modèles de distribution sont plus... Comment dire? Ces constructeurs sont plus adaptés à ces nouveaux modèles de distribution ou pas? José Bagdad. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas d'implémentation géographique forte. Ils n'ont pas de concession. Ils n'ont pas de concession, une visibilité de marque assez faible. Donc ils sont obligés d'inventer des nouveaux modèles, ou en tout cas d'utiliser les nouveaux modèles qui sont en train d'émerger
pour exister, pour vendre. Donc le digital en premier, des contrats d'agents, et puis convaincre peut-être des concessions de leur faire confiance et de les attirer avec des offres commerciales assez alléchantes. Tiens, Arnaud Aimé, vous allez nous donner un exemple. Par exemple, je sais que BYD est présent en France. Je n'ai pas vu de garage ou de concession BYD. Si je veux m'en offrir une, je fais comment? C'est quoi mon expérience client? Le parcours? C'est en long des voitures chez Sixt, surtout à court terme, parce que c'est comme ça qu'ils vont l'utiliser. Juste le cas BYD, j'en profite pour faire un petit aparté. Le cas BYD est intéressant pour comprendre les atouts historiques des constructeurs chinois. BYD, constructeur chinois, c'est quoi à la base? C'est un constructeur de batteries. C'est pas un constructeur de bagnole. Ouais. Ensuite, il s'est mis. C'est comme si, analogie, Michelin était devenu un constructeur automobile et construisait ses projets. Exactement, sauf qu'un pneu, ça représente quelques pourcents du coût d'une automobile. Ouais. Par contre, une batterie électrique, ça représente 30 à 40% du coût d'un véhicule. Donc c'est là qu'il y a la valeur ajoutée. Ils sont ensuite rentrés plutôt sur des utilitaires ou des bus. Ils ont tenté d'avoir le marché des bus électriques à Paris, par exemple. Et maintenant, après l'avoir fait en Chine, ils se lancent sur le marché de la voiture. Mais on voit bien qu'ils s'appuient sur un atout industriel, qui est la batterie électrique, et qui a fait la différence dans le passé, même si, une fois encore, l'Europe s'est réveillée depuis lors. L'Europe s'est réveillée notamment sur le marché de la batterie. Tiens, oui. José Bagdad et ensuite... Oui, alors 30% de la valeur de la voiture aujourd'hui, c'est la batterie. Oui. Demain, 60% de la valeur de la voiture, ça sera le soft. Ça sera la data, les logiciels qui seront dedans, toute l'intelligence qui sera mise. On faisait un débat juste avant sur l'intelligence artificielle. Demain, ça sera la valeur essentielle. Donc, le combat des marques, des constructeurs européens, c'est de pouvoir apporter cette valeur différenciante de la maîtrise de la donnée, du soft tout autour. Donc, ça sert presque plus à rien de se battre sur la batterie? Aujourd'hui, le combat est un peu compliqué pour... Ouais. Thomas Ménil. Oui, je fais juste une aparté pour revenir juste sur la notion d'avant. C'est un choix stratégique de savoir si on va se rapprocher des clients via un réseau physique, ou soit vers la distribution 100% digital ou 50% digital. Voilà. C'est juste un choix stratégique. Nous, notre choix, ça a été de nommer des concessionnaires, d'être proche des zones de clientèle. Donc, il y a aussi des constructeurs, non mais c'est important de le dire, il y a aussi des constructeurs chinois qui respectent les bonnes vieilles recettes. Tout à fait, oui. On nomme des distributeurs, on parle à des concessionnaires. Et vous êtes accueillis comment, tiens, par les concessionnaires, les distributeurs? C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Ils ont des surfaces que les constructeurs leur ont demandé pendant quelques dizaines d'années de remplir. Non, et maintenant, on leur demande de les réduire. Donc, effectivement, ils sont plutôt contents accueillants pour de nouvelles marques. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, en tout cas. Je reviens sur la bataille de la batterie, juste un moment. Là, je suis d'accord que le software, c'est le truc d'après. Par contre, le logiciel. Pendant les 10 prochaines années, la bataille elle sera sur l'approvisionnement des matériaux qui permettent de construire les batteries. Oui, sauf qu'ils viennent tous de Chine et qu'on n'en a surtout pas assez. Voilà. Et donc, du coup, les constructeurs, en fait, pour avoir leur volume, ils devront avoir les matériaux. Et très probablement que tout le monde ne les aura pas. Et donc, il y aura une vraie guerre sur les volumes. Et on restera dans une pénurie d'offres pendant longtemps. Et elle va ressembler à quoi, cette guerre sur les volumes? Et ben en fait, seuls ceux qui auront assez de matériaux vendront des voitures et donc ils façonneront le marché. Et on peut imaginer que ceux qui auront assez de matériaux seront les plus gros constructeurs en volume ou alors ceux qui seront plus près de la source ou pas? Vous n'êtes pas convaincu? Alors non, ce ne sera pas forcément les plus gros constructeurs en volume. Ça, d'abord, effectivement, les marques chinoises auront un avantage d'avoir directement la capacité d'avoir les matériaux et les batteries. Donc il n'y a plus de pénurie de semi-conducteurs en Chine depuis un moment. Les marques chinoises ont été bien servies, mais aussi parce qu'elles ont fait des niveaux de commande qui étaient beaucoup plus importants, moins prudents que les constructeurs européens qui, au moment de la crise de Covid, ont fermé les tuyaux et qui maintenant, quand elles veulent les rouvrir, disent les places ont été prises. Donc c'est la raison pour laquelle, quand vous commandez une voiture européenne aujourd'hui, il faut des semaines et des semaines et des semaines pour en prendre livraison. Donc c'est pas la faute des Chinois, c'est aussi la faute des constructeurs européens qui ont dit dans mon carnet de commande, je baisse. Et ils ont mal prévu les volumes qu'ils allaient faire. Mais nous, le premier, PwC, on ne pensait pas que ça allait reprendre aussi vite. C'est vrai? Oui. Vous avez été surpris. Eric Kerstetter? Mais justement, à cause de ce que vous dites, le fait que les Chinois vendent beaucoup de voitures électriques en Chine fait qu'ils peuvent prendre un niveau de risque relatif pour approvisionner le marché européen qui est plus faible. Donc très probablement qu'ils auront un avantage dans la zone des 2026-2028 sur l'approvisionnement. Le marché européen est plus faible, vous l'avez dit malgré toi.
Oui, en volume aujourd'hui, le volume. Ça veut dire qu'on n'est plus malgré tout le cœur de la commande, en tout cas le cœur pour un constructeur automobile mondial. Aujourd'hui, le marché du véhicule électrique mondial est d'abord en Chine. Oui, c'est ça. Donc si je veux réussir dans le monde et vendre des voitures sur toute la planète, il vaudrait mieux que j'essaye, si on me laisse y entrer, ce qui n'est pas encore garanti, de vendre mes voitures en Chine plutôt qu'en Europe. Là, vous essayez de me faire dire quelque chose contre M. Tavares. C'est pour ça que je propose à d'autres. Non, mais regardons Tesla. Tesla, aujourd'hui, ils sont présents en Chine avec un certain succès. Ouais. Et ils pénètrent ce marché-là sur la voiture électrique en concurrençant les marques chinoises. Je crois que c'est la première ou deuxième marque après BYD à vendre des voitures électriques aujourd'hui en Chine. Ouais. Donc ils ont réussi, donc d'autres pourraient réussir, mais il faut accepter. Ils ont fait quoi? Ils ont accepté quoi alors? Ils se sont positionnés sur du premium qui a attiré les acheteurs chinois de vouloir de la Tesla, et puis ils ont fait des usines aussi en Chine, ce qui aide aussi. Ce qui est logique, effectivement. Thomas Ménil. Oui, sur le côté industriel, c'est quand même important à savoir que ces groupes, en général, sont quand même appuyés par des grosses puissances industrielles. Vous le disiez tout à l'heure, BYD, ils sont un énorme constructeur de bus, notamment de poids lourds, etc. Donc, Dongfeng, de la même façon, ce sont des implantations industrielles. Alors, même si on voit basculer vers des compagnies de software, on voit que c'est pas si simple. Sony se rapproche de Honda pour faire un véhicule. Apple n'a, à ma connaissance, pas encore réussi à faire de véhicule lui-même. Donc, quand vous disiez, oui, c'est comme si Michelin voulait faire un véhicule, c'est pas si simple. C'est pas si simple de passer de l'un à l'autre. Mais en revanche, la guerre du software, effectivement, elle est là. Qu'on fera la différence. Le CRS 5 qui sera lancé l'année prochaine en Europe, ou en France en tout cas, est un véhicule qui est vendu sous la marque et dans le réseau Huawei en Chine. Exactement. Tiens, on va en parler justement. Qu'est-ce qu'il va offrir comme possibilité? Arnaud Aimé. Juste pour rebondir sur la puissance industrielle qu'évoquait Thomas, la puissance industrielle, c'est aussi la stratégie industrielle qui est soutenue par les pouvoirs publics chinois. On parlait de la batterie et des composants, des matières premières pour faire la batterie. C'est historiquement les constructeurs occidentaux. Ils nouaient des contrats avec les équipementiers, les sous-traitants de rang 1. Mais ce qu'ont fait les constructeurs chinois et orientaux en général, c'est le cas des Japonais aussi, c'est s'intéresser à toute la filière. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire injecter de l'argent, investir dans les mines pour sécuriser des approvisionnements en matières premières. Et donc, à l'heure où ces matières premières deviennent rares, enfin, elles ne sont pas rares géologiquement, mais en tout cas, il y a plus de demandes que d'offres avec les autres marchés électroniques, etc. Eux, ils arrivent à sécuriser leurs sources parce qu'ils avaient beaucoup d'argent et l'impulsion des pouvoirs publics pour investir dans l'industrie minière. Et de vrais partenariats avec les fournisseurs de rang 1. On revient pour terminer peut-être sur la voiture du futur, notamment puisque vous disiez, Eric Kirstotter, que les logiciels, notamment le software, seraient notamment l'un des nerfs de la guerre de demain après la batterie. Qu'est-ce qu'ils permettront de faire, ces logiciels? Avant tout, ils permettront de faire comme dans votre téléphone actuel, c'est-à-dire de mettre à jour la voiture après 1, 2, 3, 4 ans avec de nouveaux logiciels qui auront été développés entre le moment où la voiture aura été vendue et le moment où vous voudrez l'utiliser. Plus besoin de faire une révision ou de faire une remise à niveau, par exemple? Oui, fiabilité, modernisation, voilà tout ce qu'on connaît un petit peu dans le monde du software. Et là, ces constructeurs-là, en tout cas les vôtres, ils seront bien placés? Ils seront forcément bien placés. On revient aussi à cette notion de partenariat avec les fournisseurs de rang 1. C'est effectivement comme les véhicules, les produits sont conçus ensemble. Voilà, c'est un vrai partenariat. José Bagdad. Il y aura aussi beaucoup plus de sécurité apportée. Ils pourront réagir, ces véhicules-là pourront réagir beaucoup plus facilement à tout risque et faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents aussi sur la route. Toujours faire en sorte, il faudra bien que la voiture le fasse à notre place si on n'arrive pas à faire des progrès nous-mêmes d'ailleurs. Arnaud Aimé. Oui, dans les équipementiers dont on parle, il y a ceux qui fabriquent des équipements physiques. On peut commencer à considérer comme équipementiers aussi des acteurs de la tech. Ouais. Un Renault qui avait fait une alliance avec Microsoft, maintenant avec Google, Stellantis, avec Amazon. Les acteurs tech, c'est eux aussi qui soutiennent les constructeurs historiques pour la technologie. Il y a quelques constructeurs
par exemple le groupe Volkswagen qui a l'intention d'internaliser toute la compétence software, mais sinon on peut considérer que les acteurs de la tech, les GAFAM élargis, deviennent des équipementiers automobiles aussi. Oui, sachant qu'il y a aussi par exemple Dassault Systèmes qui est un éditeur de logiciels, qui est français pour le coup et qui travaille avec des constructeurs, on les recevait hier. Mais là, on parlait de concurrence avec la Chine, vous parlez de Volkswagen. Volkswagen vient de signer un partenariat pour 2 milliards d'euros avec un fabricant du software chinois. Ouais. Et une partie des Volkswagen de demain seront équipés de software chinois. Exactement. Le mot de la fin pour vous, Non, Thomas Ménil, CRS France. Alors, je vais citer un de nos concurrents, peut-être, mais c'est vrai que Tesla a mis au jour, en tout cas. Au jour, ce partenariat, ses capacités d'afficher les Google Maps, etc., tout ce qu'il y a dans les véhicules. Et c'est vrai qu'ils ont été un vrai coup de pied dans la fourmilière de l'industrie automobile, mais sur ce sujet-là en particulier. Et c'est pour ça les autres vont s'en inspirer, en tout cas qu'ils soient chinois, américains, occidentaux, japonais ou coréens. Merci à tous les 4 d'être intervenus sur Mobility TV. Merci à vous Arnaud Aimé. Merci à vous également Eric Kerstotter, José Bagdad et Thomas Ménil. Merci beaucoup. Et puis bon salon, surtout bon mondial de l'auto à vous sur Mobility TV.